Deuxième exercice de ce DS, donc un exercice, un problème plus exactement. Problème ou exercice? Tout d'un coup j'ai un doute. Bref, EDEC 2014, avec quelques adaptations essentiellement sur les questions d'informatique, comme toujours ou presque, hein, sauf quand je vous donne des sujets de 2023, ce qui est arrivé parfois en DM, mais pas encore en DS je crois. Bref, donc plusieurs parties, questions préliminaires, partie 1, partie 2. Et c'est tout, donc une partie 2 plus longue que la première partie. Question préliminaire. Une généralité sur une question d'intégrale. Donc on s'intéresse à l'intégrale de 0 à 1 de max du maximum de x et de t, dt, sachant que x est un réel fixé auparavant. Et la première chose à faire, c'est de justifier que cette fonction, la fonction donc qui a t associe max de x et de t, est continue sur R. Bon. Donc je me donne x appartenant à R. Je vais appeler, comme elle n'a pas de nom, cette fonction phi par exemple. Notons phi la fonction qui a t associe le maximum de x et de t. Eh bien, si je prends t appartenant à R, il peut se passer deux choses. Soit t est plus petit que x, et dans ce cas, on a phi de t, qui est le maximum de t et de x, qui vaut donc x, et deuxième cas, t supérieur à x, on a donc phi de t, qui est égal à t. C'est-à-dire que notre fonction phi, en fait, notre fonction phi, c'est la suivante. À t, elle associe x si jamais t est inférieur à x, et t sinon. Donc la fonction phi est continue sur moins l'infini x en tant que fonction constante. Et sur x plus l'infini en tant que fonction affine, par exemple. Reste à étudier la continuité en x. Or, de plus, la limite lorsque c'est pas x, c'est t tend vers x plus à droite de t est égal à x, et le x, c'est phi de x. Donc phi est également continu en x. Conclusion. Phi, qui a t associe max de x et de t, est continu sur R. Alors pourquoi est-ce qu'on nous demande ça? C'est parce que derrière, on va s'intéresser à son intégrale, et que nous, on ne connaît que les intégrales de fonctions qui sont continues. Bon, en réalité, il suffirait qu'elles soient continues par morceau, pour pouvoir utiliser notre définition de l'intégrale, mais ça nous ira très bien. Bon, donc on considère cette intégrale, on nous demande de distinguer trois cas, on nous donne dans l'énoncé, hein, donc x inférieur à 0, alors c'est vrai que j'avais écrit supérieur à 0, mais ça vous a été corrigé au cours du devoir, donc normalement ça ne doit pas poser de problème. Hein. Donc d'abord, je choisis x inférieur à 0. Bon. J'ai donc mon intégrale de 0 à 1 de max de x et de t dt. Comme x est négatif, eh bien le max de x et de t, sachant que t est entre 0 et 1, c'est toujours t. Donc dans ce cas-là, j'ai l'intégrale entre 0 et 1 de t dt, qui vaut t2 sur 2 entre 0 et 1, c'est-à-dire 1 demi. Deuxième cas, si x est compris entre 0 et 1, les deux inclus, vous avez donc l'intégrale entre 0 et 1 de max de x et de t dt, qui est égale à l'intégrale de 0 à x de x dt, plus l'intégrale de x à 1 de t dt. Parce que la fonction max de x et de t, hein, je l'ai réécrite ici de cette façon-là, donc je découpe en deux par la relation de Chern. Nouvelle page. J'ai donc x
Je vais écrire complètement les choses, ça sera plus clair, non pas ici à x de 1 dt, plus t2 sur 2, que je vais intégrer entre x et 1, c'est-à-dire x multiplié par t entre 0 et x, plus 1 demi moins x carré sur 2, c'est-à-dire x carré plus 1 demi moins x carré sur 2, c'est-à-dire 2x carré plus 1 moins x carré plus 1 sur 2. Et puis troisième cas, vous avez x supérieur ou égal à 1, et dans ce cas-là, l'intégrale de 0 à 1 de max de x et de t dt. Dans ce cas-là, le max, c'est toujours x, c'est donc l'intégrale de 0 à 1 de x dt, c'est-à-dire x, l'intégrale de 0 à 1 de 1 dt, et cette intégrale vaut 1, c'est-à-dire x. Conclusion, cette intégrale y, elle vaut 1 demi si jamais x est négatif, elle vaut x carré plus 1 sur 2 si jamais x est compris entre 0 et 1, et elle vaut x si jamais x est supérieur ou égal à 1. Et cette première partie préliminaire est terminée. Passons à la deuxième partie. Donc cette fois, on va utiliser ça avec des variables aléatoires. Donc partie 1, avec des variables discrètes, et ensuite on aura une partie 2, avec des variables aléatoires à densité. Donc, vérifiez que si x suit une loi géométrique, alors on a y égale x. Bon. Si x suit une loi géométrique de paramètre petit p, avec p dans 0,1, alors x de oméga, comme pour toutes les lois géométriques, c'est n étoiles. Donc, pour tout oméga appartenant à oméga, vous avez x de oméga qui est supérieur ou égal à 1. Par conséquent, d'après ce qui précède, vous avez y de oméga qui est égal à x de oméga. Pour tout oméga dans oméga, vous avez x de oméga qui est égal à y de oméga, d'où x égale y. Juste avec le support de la variable aléatoire. Ça nous suffit pour cette question. Question 3a. Donc on nous donne une variable aléatoire, discrète, finie, avec un x de oméga qui peut valoir moins 1, 0, 1. On nous demande d'abord de déterminer la valeur de p de x égale 0. Bon. P de x égale 0, ça sera donc 1 moins p de x égale moins 1, moins p de x égale 1, c'est-à-dire 1 moins 1 quart moins 1 quart, c'est-à-dire 1 demi. La probabilité que x soit égal à 0 vaut 1 demi. Bon, ça c'est une question que vous auriez pu avoir très tôt au lycée. Deuxième question. Vérifiez que y de oméga est égal à 1 demi 1. Bon. Je prends oméga dans oméga. Vous avez, premier cas, x de oméga qui est égal à de oméga qui est égal à moins 1. Donc, y de oméga vaut, d'après ce que l'on a dit ici, vaut 1 demi. Okay. Deuxième cas, vous avez x de oméga qui est égal à 0. Donc, vous avez y de oméga qui vaut 0 plus 1 sur 2, donc qui vaut, je vais le noter comme ça, qui vaut 1 demi aussi. Et puis troisième cas, vous avez x de oméga qui vaut 1, donc vous avez y de oméga qui vaut, eh bien c'est le dernier cas, qui vaut x, c'est-à-dire 1. Donc finalement, y de oméga ne peut prendre que 3 valeurs. 1 demi et 1. Nouvelle page. Puis donner la loi de y ainsi que son espérance et sa variance. Bon.
Eh bien, il faut donner la probabilité que y de oméga soit égal à 1 et à 1 demi. Donc, la probabilité que y soit égal à 1. Si y vaut 1, d'après tout ce que l'on a fait ici, c'est que x vaut 1. Et donc ça vaut 1 quart. Donc, on en déduit également que la probabilité que y soit égal à 1 demi vaut 3 quarts. Et donc, on peut résumer les choses de la façon suivante. Alors, je pense que quand il y a une loi finie, c'est bien de résumer les choses comme ça. Donc, le y de oméga, il peut valoir 1 demi, et donc dans ce cas-là, la probabilité vaut 3 quarts. Ou le y peut être égal à 1, et dans ce cas-là, la probabilité vaut 1 quart. Comme y est à support fini, il y a une espérance et une variance. Elle admet une espérance et une variance. L'espérance de y, c'est donc 1 demi multiplié par 3 quarts plus 1 multiplié par 1 quart. Là aussi, c'est des questions bateaux qu'on aurait pu vous poser très très tôt. Donc on va avoir 3 huitièmes plus 2 huitièmes, c'est-à-dire 5 huitièmes. Et la variance de y, c'est donc l'espérance de y au carré moins l'espérance de y au carré, c'est-à-dire 1 quart multiplié par 3 quarts, plus 1 multiplié par 1 quart, moins 25/64, c'est-à-dire 3 16e et 4 16e, donc 7 16e, moins 25/64, c'est-à-dire, il faut tout multiplier par 4, 28 moins 25, 3 64e. Conclusion. L'espérance de y vaut 5 huitièmes et la variance de y vaut 3 64e. Complétez la fonction suivante afin qu'elle simule la variable aléatoire y. Bon. Donc on a le import numpy.random as rd classiquement. On définit la variable aléatoire y, donc pas de paramètres d'entrée. On nous dit de faire un rd.randint. Vous avez donc, pour faire y, une chance sur 4 de faire 1. Donc je vais prendre, moi, un randint entre 0 et 4. Donc on n'oublie pas que le dernier n'est pas atteint, donc on a un randint entre 0, 0, 1, 2 ou 3. Donc ce qui nous fait bien 4 valeurs avec, avec équiprobabilité. Si jamais vous avez U qui est égal à l'une des 3 valeurs, 0, 1, 2 ou 3, comme on veut, je vais choisir 0. Dans ce cas-là, c'est la probabilité 1 quart, donc je renvoie 1. Et sinon, je renvoie 1 demi. Et voilà pour cette question. Question 4. On suppose que x suit une loi de Poisson de paramètres lambda. Vérifiez que y de oméga égale 1 demi union n étoile, puis donnez la loi de y. Bon. Loi de Poisson. X suit la loi de Poisson de paramètres lambda, donc x de oméga, c'est n. Il peut y avoir plusieurs possibilités. Donc soit oméga appartenant à oméga. Vous avez premier cas, x de oméga qui vaut 0. Et dans ce cas, vous avez y de oméga qui est égal à 1 demi. Toujours d'après la question précédente. Deuxième cas, vous avez x de oméga qui appartient à n étoiles. Donc, x de oméga qui est supérieur ou égal à 1. Et dans ce cas, vous avez y de oméga qui est égal à x de oméga. Donc ce qui veut dire que tout élément de n étoiles peut être atteint dans ce cas-là. D'où finalement,
pour y de oméga, soit vous avez 1 demi, soit vous avez un autre élément de n étoiles. Puis donner la loi de y. Très bien. Donc, même chose. On va s'intéresser dans un premier temps à la probabilité que y soit égal à 1 demi. C'est la probabilité que x soit égal à 0, c'est-à-dire du lambda puissance 0 sur factoriel 0 exponentielle de moins lambda, c'est-à-dire exponentielle de moins lambda. Et pour tout k appartenant à n étoiles, la probabilité que y soit égal à k, c'est la même que celle que x soit égal à k, c'est-à-dire lambda puissance k sur factoriel k, exponentielle de moins lambda. Donc voilà notre loi pour y. Question B. En déduire l'espérance et la variance de y. Bon. Alors, ici, on ne peut pas dire que y est une variable aléatoire finie, puisque ça n'est pas le cas, mais en gros, il n'y a qu'une valeur qui change par rapport à x, et au lieu d'avoir un i, on a 0. Y va admettre une espérance, si et seulement si la somme pour k dans y de oméga des k p de y égale k converge absolument. Or, cette série a la même nature, puisqu'à une valeur près, c'est la même chose, hein, ce n'est pas un nombre fini de valeurs qui change la nature d'une série, qui change la somme, oui, mais pas la nature. Elle a la même nature que la somme pour k appartenant à x de oméga des k p de x égale k, qui convergent car x admet une espérance. Je n'entre pas dans les détails, c'est pas ça qui est vraiment utile, surtout qu'on nous dit en déduire l'espérance et la variance. Mais bon, je pense qu'il est quand même mieux d'expliquer qu'il y en a une. Pour les mêmes raisons, je vais marquer ça comme ça. Y admet une variance. Donc on s'intéresse à l'espérance de Y, qui sera donc ce qui se passe. Donc on va avoir pour 1 demi, P de Y égale 1 demi, plus la somme, pour k allant de 1 à plus l'infini, des k, P de Y égale k. Donc on va avoir de l'exponentielle de moins lambda sur 2, plus la somme de k pour k allant de 1 à plus l'infini, des k, P de x égale k. Et cette somme, en fait, c'est la même si je pars de k égale 0. C'est-à-dire que je me retrouve avec exponentielle de moins lambda sur 2 plus l'espérance de x. Espérance d'une loi de Poisson, c'est lambda. C'est-à-dire exponentielle de moins lambda sur 2 plus lambda. Voilà l'espérance de y. Évidemment, on aurait pu ne pas remarquer ça et calculer la somme. C'était un peu long, fastidieux, mais ça pouvait se faire. Ensuite, la variance de y, d'après la formule de Koenig-Huygens, la variance de y, c'est l'espérance de y au carré moins l'espérance de y au carré. Très bien. Calculons l'espérance de y au carré. Ça sera donc un quart multiplié par p de y égale 1 demi, plus la somme, pour k allant de 1 à plus l'infini, des k carrés, p de y égale k. Et exactement pour les mêmes raisons qu'au-dessus. Ça sera donc un quart, alors on va avoir de l'exponentielle de moins lambda sur 4, plus la somme, pour k allant de 0 à plus l'infini, des k2, p de x
égale k, c'est-à-dire exponentielle de moins lambda sur 4 plus l'espérance de x carré. Or, l'espérance de x carré, toujours d'après Koenig-Huygens, ça sera la variance de x plus l'espérance de x au carré. C'est-à-dire que la variance c'est lambda, plus, ici on va se retrouver avec du lambda carré. On en déduit la chose suivante. La variance de y, c'est donc exponentielle de moins lambda sur 4 plus lambda carré moins l'espérance de y au carré, c'est-à-dire lambda plus exponentielle de moins lambda sur 2 au carré. Alors là, à mon avis, il va y avoir des simplifications que l'on peut obtenir, notamment parce qu'ici, vous allez avoir du moins lambda carré. Donc je pense que ça vaut le coup de faire le calcul. Donc plus lambda carré, moins lambda exponentielle de moins lambda, alors ça serait moins 2, mais comme c'est divisé par 2, moins exponentielle de moins 2 lambda, sur 4. Ah oui, l'exponentielle ne se simplifie pas comme je l'aurais espéré, mais c'est pas très grave. D'où ma variance de y, qui va être égale à les exponentielles de moins lambda. On en a 1 quart moins lambda, plus lambda, moins exponentielle de moins 2 lambda sur 4. Donc voilà notre variance, sauf erreur de calcul de ma part, mais je ne pense pas m'être trompé. Et on a terminé la première partie. Partie 2, on va faire la même chose, mais avec des variables à densité. Question 5. On suppose que x suit la loi uniforme sur 0,1 avec x de oméga dans 0,1. Bon. Si x suit la loi uniforme sur 0,1, alors, pour tout oméga dans oméga, vous avez x de oméga qui est dans 0,1. Donc, vous avez y de oméga qui est égal à x carré de oméga plus 1 sur 2, d'après la question 1. Alors je crois que c'est 1b, je vais vérifier. D'après la question 1b, c'est bien ça. Donc, pour tout oméga dans oméga, y de oméga est égal à x carré de oméga plus 1 sur 2. Y est égal à x carré plus 1 sur 2. Question B. Hop. En déduire y de oméga. Bon, si je prends oméga dans oméga, toujours, vous avez x de oméga qui est compris entre 0 et 1. Donc, vous avez 1 plus x carré de oméga qui est compris entre 0 plus 1, 1, et 1 plus 1, 2, et par conséquent, vous avez y de oméga qui va être compris entre 1 demi, puisque je divise par 2, je fais un petit peu mieux l'oméga, et 1. Conclusion, y de oméga est égal à 1 demi 1. Question C.
Montrer que pour tout x de 1 demi 1, comme par hasard l'intervalle que l'on vient juste de trouver, fy de x est égal à cette chose-là. Bon, ben, je me donne x dans 1 demi 1, et je vais m'intéresser à la probabilité que y soit inférieur ou égal à x, c'est-à-dire la probabilité que x carré plus 1 sur 2 soit inférieur à x, c'est-à-dire la probabilité que x carré soit inférieur ou égal à 2x moins 1. Or, x est entre 1 demi et 1, donc 2x moins 1, au pire vaut 0, mais donc est positif. Donc cette probabilité peut s'écrire sans problème, comme ça. La probabilité donc d'avoir moins racine de 2x moins 1, plus petit que x, plus petit que racine de 2x moins 1. C'est-à-dire que l'on a fx de racine de 2x moins 1 moins fx de moins racine de 2x moins 1. Or, moins racine de 2x moins 1 est négatif, donc même strictement non négatif ou nul. Donc fx de moins racine de 2x moins 1 égale 0, puisque pour une loi uniforme, sur 0,1, vous avez la fonction fx qui à x associe 0 si x est négatif, petit x si jamais x est entre 0 et 1, et 1 si jamais x est supérieur ou égal à 1. Et donc, il nous reste à dire que de plus, comme x est entre 1 demi et 1, vous avez racine de 2x moins 1 qui est entre 0 et 1. D'où fx de racine de 2x moins 1 vaut fx de x est égal à x sur cet intervalle-là, donc racine de 2x moins 1. Conclusion. Pour tout x dans 1 demi 1, fy de x, c'est racine de 2x moins 1. Encore une question, pas trop difficile. Question D. Expliquez pourquoi y est une variable à densité. Bon. Pour être une variable à densité, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir une fonction de répartition qui est continue sur R et qui est de classe C1, sauf éventuellement en un nombre fini de points. Comme notre support, c'est précisément 1 demi 1, notre fonction de répartition, on peut l'écrire comme ça. 0 si x est inférieur strictement à 1 demi, racine de 2x moins 1 si jamais x est compris entre 1 demi et 1 si jamais x est supérieur ou égal à 1. Donc, fy est clairement continu sur moins l'infini 1 demi, sur 1 demi 1, et sur 1 plus l'infini. Qu'est-ce qui se passe en 1 demi? La limite, lorsque x tend vers 1 demi moins de fy de x, vaut 0, et c'est le fy de 1 demi. Donc fy est continu en 1 demi. Je regarde la limite maintenant. Lorsque x tend vers 1 moins de fy de x, ça va me faire 2 fois 2, 2 fois 2, 2 fois 1, 2 moins 1, 1, racine de 1, ça fait 1, et le 1, c'est le fy de 1. Donc, fy est continu en 1. Fy est donc continu sur R. De plus, elle est de classe C1,
sauf éventuellement aux deux points qu'on vient de voir, c'est-à-dire en 1,5 et en 1. On a vérifié tout ce qu'il fallait sur notre fonction de répartition. Y est donc une variable à densité. Question E. Donnez la valeur de l'espérance de Y. Bon. On est de toute façon à support borné, donc il va y avoir ici une espérance. L'espérance de Y, Y est à support fermé borné. Alors, pas fermé tout à fait le support. Y est à densité et à support borné. Donc, admet une espérance. L'espérance de Y, je vais la calculer comment? Je vais dire que c'est l'espérance de x carré plus 1 sur 2, c'est-à-dire l'espérance de x carré sur 2 plus 1 demi, c'est-à-dire 1 quart, un demi de l'espérance de x carré plus 1 demi. Or, x suit la loi uniforme sur 0,1. Donc x admet une variance. Et la variance de x, elle vaut 1/12, b carré moins 1 carré sur 12. Donc, l'espérance de x carré, alors, que je pourrais recalculer, mais je trouve ça plus drôle de faire ça comme ça, c'est la variance plus l'espérance de x au carré, c'est-à-dire 1/12, plus l'espérance d'une variable aléatoire, donc 1 demi, c'est-à-dire 6 et 1 7/12. Conclusion. L'espérance de y vaut 1 demi de 7/12, c'est-à-dire 7 sur 24, plus 1 demi, c'est-à-dire 19 sur 24. 12 et 7, 19, c'est bien ça. Reste une dernière question pour terminer cette question 6. Donc c'est le petit f. Compléter. Alors elle s'appelle à nouveau y. Qu'est-ce que l'on doit faire là-dedans? On doit renvoyer x carré plus 1 sur 2. Et x carré, donc c'est rd.random. Je simule x au carré, plus 1, je divise par 2. Question 6. Donc cette fois, on va faire une autre variable à densité. On suppose dans cette question que x-1 suit la loi exponentielle de paramètres lambda positifs. Donc x-1 suit la loi exponentielle de paramètres lambda. Question A, toujours en utilisant la première question, exprimer y en fonction de x. Très bien. Donc qu'est-ce qui va se passer là-dedans? X moins 1 suit la loi exponentielle de paramètres lambda. Donc on a x moins 1 de oméga qui est égal à r+. C'est ça. Donc, alors je vais mettre ça comme ça. Donc x de oméga, c'est 1 plus l'infini. Alors même, bon, ça ne change pas grand-chose. Conclusion. D'après la question 1,
Où est-elle? J'aurais eu plus vite fait de regarder. On a commencé à m'écrire pas mal, hein. J'aurais plus vite fait de regarder sur le sujet. Comme x est plus grand que 1, y est égal à x. Donc y est égal à x. Voilà pour cette question, pas si difficile que ça. Je suis en train de réfléchir que j'ai dit une bêtise tout à l'heure. Ici, c'est 1/2, c'est l'espérance, mais je ne l'ai pas mis au carré. Donc ici, ça nous fait pas 7/12. Ça nous fait 1/12 plus 1/4, donc 1/12 plus 3/12, donc ce qui nous fait 4/12, et 4/12, ça nous fait 1/3. Donc ici, l'espérance de x carré, ça n'était pas ça, donc ici on va avoir 1/6 plus 1/2, ce qui nous fait 1/6 plus 3/6, donc 4/6, c'est-à-dire 2/3. Donc ici, on a bien 1/4, pas de souci là-dessus. Question B. Donnée sans calcul, l'espérance et la variance de y. Eh bien, comme x admet une variance et une espérance, j'aurais peut-être dû dire dans l'autre sens, mais c'est pas grave, ça revient au même, et que l'espérance de x ne vaut pas 1 sur lambda parce que c'est pas x qui suit la loi exponentielle, mais c'est x moins 1, comme x admet puisque x moins 1 en admet une. On admet une espérance et une variance. L'espérance de x moins 1, c'est 1 sur lambda. Et la variance de x moins 1, c'est 1 sur lambda carré. Or, l'espérance de x, c'est l'espérance de x moins 1 plus 1, c'est-à-dire l'espérance de x moins 1 plus 1, donc 1 sur lambda plus 1. Et donc la variance de x moins 1, c'est la variance de x moins 1 plus 1, c'est donc la variance de x moins 1, c'est-à-dire 1 sur lambda carré. D'où l'espérance de y vaut 1 sur lambda plus 1, et la variance de y vaut 1 sur lambda au carré. Hop, question C. Soit U, une variable aléatoire suivant la loi uniforme sur 0,1. Montrer que la variable aléatoire W égale moins 1 sur lambda ln de 1 moins U suit une loi exponentielle de paramètre lambda, puis compléter la fonction suivante afin qu'elle simule la variable aléatoire Y. Je vous signale que cette question C, on l'a fait déjà dans le cours. Donc, j'espère que vous aurez tous su la refaire. Comment est-ce qu'on s'y prend? Eh bien, on se donne X un réel, comme toujours lorsque l'on veut montrer qu'on suit une certaine loi, et on va s'intéresser à la probabilité de W ici, qui soit inférieure ou égale à X, c'est-à-dire la probabilité d'avoir 1 sur lambda ln de 1 moins U qui soit inférieur ou égal à X, c'est-à-dire la probabilité d'avoir je multiplie tout par moins lambda ln de 1 moins U qui soit supérieur ou égal à moins lambda x. Je passe à l'exponentielle, donc j'aurai la probabilité que 1 moins U soit supérieur ou égal à l'exponentielle de moins lambda x, c'est-à-dire la probabilité d'avoir U inférieur ou égal à 1 moins exponentielle de moins lambda x. Et là, il peut se passer deux choses. Premier cas, 1 moins exponentielle de moins lambda x
est négatif, ce qui revient à dire que exponentielle de moins lambda x est strictement plus grand que 1, ce qui revient à dire que moins lambda x est positif. Oui. Ce qui revient à dire, comme moins lambda est négatif, que x est strictement négatif. Donc on a alors la probabilité d'avoir u qui est inférieur ou égal à 1 moins exponentielle de moins lambda x qui vaut 0. Et donc p de w inférieur ou égal à x qui vaut 0. Le deuxième cas, c'est 1 moins exponentielle de moins lambda x supérieur ou égal à 1. Hein, et ça, c'est impossible, puisque mon exponentielle de moins lambda x est supérieur ou égal à 0. Et puis le dernier cas, le cas le plus complexe, entre guillemets, vous avez donc 1 moins exponentielle de moins lambda x, qui est compris entre 0 et 1, ce qui revient à dire que x, finalement, est positif. Et donc, dans ce cas, la probabilité d'avoir u inférieure à 1 moins exponentielle de moins lambda x, d'après la fonction de répartition de la loi uniforme que j'ai rappelée où que j'ai rappelé à un moment donné, que j'ai rappelé ici. On est dans le cas là, donc ça vaut x est égal à 1 moins exponentielle de moins lambda x. Finalement, la probabilité d'avoir w inférieur à x, c'est-à-dire fw de x, est égale à 0 si jamais x est strictement négatif et 1 moins exponentielle de moins lambda x si x est supérieur ou égal à 0. Ici j'ai mis strictement positif, mais c'est supérieur ou égal à 0. On reconnaît la fonction de répartition d'une variable qui suit la loi exponentielle de paramètres lambda. Donc, W suit la loi exponentielle de paramètres lambda, puisque la fonction de répartition caractérise la loi. Tout comme la densité dans le cas d'une fonction à densité. Puis compléter afin de simuler, bon, la définition, donc y de LAM pour lambda. Qu'est-ce qu'on va renvoyer ? Je dois renvoyer quelque chose qui suit la loi exponentielle de paramètres lambda. Donc c'est x-1 qui suit la loi exponentielle de paramètres lambda. Donc je vais faire du x-1 plus 1. Je vais avoir du 1 plus quelque chose qui suit la loi exponentielle de paramètres lambda avec ce que l'on vient de me dire ici. Donc moins 1, donc 1 moins 1 sur lambda. Alors multiplié par ln, je vais faire donc np.log de 1 moins rd.random. Divisé par lambda. Ce qui nous fait du moins 1 sur lambda, pardon, ln de 1 moins u. Le u est simulé par le rd.random, plus le 1, puisque c'est x moins 1 qui suit la loi exponentielle de paramètres lambda. Et la question 6 est terminée. Passons à la dernière grosse question de cet exercice. La question 7, donc cette fois, x suit la loi normale centrée réduite. Première question, vérifier que y de oméga est égal à 1,5 plus l'infini. Bon. Si je prends oméga dans l'univers, vous avez x de oméga qui est un réel quelconque. Donc le premier cas, vous avez, alors je reviens au début de mon énoncé, si jamais x
de oméga est négatif, dans ce cas-là, vous avez y de oméga qui est égal à 1 demi. Deuxième cas, vous avez x de oméga qui est compris entre 0 et 1. Strictement. Donc dans ce cas-là, vous avez y de oméga qui est égal à x carré de oméga plus 1 sur 2, qui appartient, on l'a vu, je ne sais plus à quel moment, à 0,1. Même à 1 demi 1 en fait plutôt. Et puis troisième cas, vous avez x de oméga qui est supérieur ou égal à 1, et dans ce cas-là, y de oméga est égal à x de oméga. Et donc finalement, pour tout oméga appartenant à oméga, vous avez le y de oméga qui appartient, au minimum ça vaut 1 demi, et puis après ça peut prendre n'importe quelle valeur au-dessus. Donc y de oméga, ça sera 1 demi plus l'infini. C'est fait pour cette question 7a. Question 7b. Donnez la valeur de P de y égale 1 demi. Si y est égal à 1 demi, ça veut dire que x est négatif. C'est donc la fonction de répartition de la loi de x, que l'on note traditionnellement phi, de 0, et phi de 0 vaut 1 demi. Donc la probabilité d'avoir y égale 1 demi vaut 1 demi. Connaître le cours, ça sert pas mal à ce moment-là. Question C. Utilisez le système complet d'événements x inférieur à 0, x compris entre 0 et 1 et x supérieur à 1 pour établir l'égalité suivante. Fy de x égale machin. Bon. Donc on se donne un réel x dans R. Si on regarde la probabilité que y soit inférieur ou égal à x, puisque c'est ça la fonction de répartition, par la formule des probabilités totales avec le SCE qui est au-dessus, je vais avoir quoi? Je vais avoir la probabilité donc que x soit négatif et y inférieur à x, plus la probabilité d'avoir x compris entre 0 et 1 et y inférieur à x, plus la probabilité d'avoir x supérieur à 1 et y inférieur à x. D'après la formule des probabilités totales, en utilisant le système complet d'événements mentionné. Bon. Qu'est-ce que l'on peut dire là-dedans? Eh bien, il va falloir que, suivant les valeurs de petit x, on s'intéresse à tout ça. Le premier cas, évidemment, c'est x, x inférieur à 1,5. Si jamais x est inférieur à 1,5, je me dis que j'ai peut-être même écrit ça, alors c'est pas que ce soit faux, mais je l'ai peut-être écrit un petit peu trop, comment dire, un petit peu trop tôt. Si x est inférieur à 1,5, comme y de oméga est égal à 1,5 plus l'infini, eh bien, la probabilité que y soit inférieur à 1,5
Inférieur à x vaut 0. Ça, c'est réglé. Ensuite, si jamais x est entre 1 demi et 1. Bon. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire? Si petit x est compris entre 1 demi et 1, donc si x est entre 1 demi et 1, il va falloir qu'on regarde tout ça. Bon. Finalement, c'est peut-être pas grave de l'avoir fait si tôt. Hein. Donc, le premier morceau, on peut pas tellement en faire grand-chose. Je vais le laisser comme ça. Et y plus petit que x. Oui. Ensuite, la deuxième partie. La deuxième partie. Si jamais x est entre 0 et 1, dans ce cas-là, eh bien, on a vu à une question précédente que le y, c'était x carré plus 1. Donc ici, je vais avoir du x carré plus 1 sur 2 inférieur ou égal à x. Et mon troisième morceau, ben si x est plus grand que 1, le y et le x, c'est la même chose. Donc ici, je vais avoir du x inférieur ou égal à petit x. Car ici, si x compris entre 0 et 1, x appartient à 0, 1, vous avez y qui est égal à x carré plus 1 sur 2. Et ici, si jamais x est strictement plus grand que 1, vous avez y qui est égal à x. Bon. Si on regarde ça, le premier morceau, si x est négatif, dans ce cas-là, si x est négatif, je ne sais plus ce qu'on a dit, ce que valait y. Si x est négatif, y vaut 1,5. Donc ça, c'est forcément réalisé. Donc ça, en fait, c'est égal à x négatif, car on a y qui vaut 1,5, donc nécessairement y qui est inférieur ou égal à x, qui est lui supérieur à 1,5. Donc on a ici du p de x négatif, que l'on va très bien savoir gérer, puisque x suit une loi normale. Plus le deuxième morceau. Donc on sait que x est compris entre 0 et 1. Donc on va avoir ici le x carré plus 1 sur 2 et le petit x qui sont positifs. Donc on va avoir du moins racine de 2x moins 1, x, et du plus racine de 2x moins 1. Là aussi, c'est un travail que l'on a déjà mené précédemment. Alors les lois n'étaient pas les mêmes, mais pour le moment, je n'utilise pas la loi de x. Donc ça, j'ai ça, et dans le même moment, j'ai x qui est compris entre 0 et 1. Plus mon troisième morceau, pour le moment, je vais le laisser comme ça. Bon. La probabilité que x soit négatif, ça vaut 1,5. Ça, c'est réglé. Ensuite, dans mon autre probabilité, donc vous avez ici le grand X qui doit être supérieur à moins cette chose-là, et en même temps qui doit être supérieur à 0. Donc évidemment, cette quantité-là est négative. Donc ici, vous avez 0, plus petit que X. De l'autre côté, X doit être inférieur à 1, et en même temps, doit être plus petit que cette valeur-là. Mais cette valeur-là, elle dépend de petit x. Donc ici, ça va être la plus petite des deux, entre 1 et 2x moins 1. Et ici, comme x est compris entre 2, c'est racine de 2x moins 1. Plus. Le dernier morceau, qu'est-ce qu'on a?
on a x est supérieur à 1 et x qui est inférieur à 1. Donc la dernière partie, elle vaut 0. Et donc, qu'est-ce que l'on a ici? On a 1 demi plus phi de racine de 2x moins 1 moins phi de 0, c'est-à-dire phi de racine de 2x moins 1. Dernière partie, vous avez x qui est petit x, qui est supérieur ou égal à 1. Dans ce cas-là, la probabilité d'avoir y inférieur ou égal à x, elle vaut toujours la probabilité que x soit négatif, donc ça vaudra toujours 1,5, pas de problème. Ensuite, dans mon autre morceau, donc cette probabilité-là, telle que je l'ai écrite, elle reste la même, mais, donc on aura toujours 0, plus petit que x, plus petit que le plus petit des deux. Sauf que cette fois, comme x est plus grand que 1, 2x moins 1 va être plus grand que 1, et donc ici j'aurai 1. Voilà, plus dans mon dernier morceau, j'ai quoi cette fois? J'ai x qui doit être supérieur à 1 et plus petit que x, donc il doit être entre 1 et petit x. Donc dans ce cas-là, je vais avoir 1 demi plus phi de 1 moins phi de 0 plus phi de x moins phi de 1. C'est-à-dire, ici là, j'aurais pu laisser phi de 0. Je vais donc avoir phi de x. Conclusion. On a fait tous les cas pour notre fonction de répartition. La fonction de répartition de y, elle vaut 0 si jamais x est inférieur strictement à 1,5. Elle vaut phi de racine de 2x moins 1 si jamais x est compris entre 1,5 et 1. Et elle vaut phi de x si jamais x est strictement plus grand que 1. Voilà donc les différentes valeurs que l'on obtient. Question suivante. Question D. La variable y est à la densité. Comme P de y égale 1 demi égale 1 demi qui ne vaut pas 0, y n'est pas à densité. Est-elle discrète? Comme y de oméga c 1 demi plus l'infini, donc un intervalle complet, y n'est pas discrète. On a un ensemble indénombrable. Donc elle n'est ni discrète ni à densité. Question E. U1, U48, des variables aléatoires suivant toute la loi uniforme sur 0,1. Expliquez pourquoi on peut approcher la loi de la variable par la loi normale centrée réduite, puis compléter cette déclaration. Pourquoi est-ce que l'on peut faire ça? Eh bien, c'est le théorème central limite qui nous dit ça. Donc si j'appelle... on n'a pas de variable, donc je vais l'appeler Zn est égal à la somme à 1 sur n somme pour k allant de 1 à 48 des uk. D'après le théorème central limite, voilà. D'après le théorème central limite, vous avez Zn étoile qui vaut Zn moins E de Zn sur
la racine de V de Zn qui converge en loi vers une variable, que je vais appeler grand N, qui suit la loi N, 0, 1. Bon. On peut considérer ici que 48 est assez grand. Et donc, on va être dans les bonnes conditions pour appliquer notre théorème centrale limite. Donc, on peut considérer que Zn étoile, alors, on va calculer tout ce qu'il faut. L'espérance de Zn ici, elle va être égale à quoi? Elle est égale à l'espérance de U1, c'est-à-dire à 1 demi, et la variance de Zn, elle va être égale à 1 douzième sur n. Alors, je devrais peut-être détailler un petit peu plus. On va détailler plus. Donc, l'espérance de Zn, par linéarité de l'espérance, c'est donc 1 sur n, somme pour k allant de 1 à n des espérances. Je vais mettre 48. Des espérances de UK, c'est-à-dire 1 sur n sur 48, puisque ici j'en ai 48. 1 sur 48 multiplié par 1 demi, multiplié par 48, c'est-à-dire 1 demi. Et la variance de Zn par indépendance, j'aurai donc du 1 sur 48 au carré, multiplié par la somme pour k allant de 1 à n des variances de UK, c'est-à-dire 1 sur 48 au carré multiplié par 48 multiplié par 1 douzième, c'est-à-dire 1 douzième, je vais noter ça comme ça, sur 48. Bon. Donc, on peut considérer, ici par indépendance, on peut considérer que Zn étoile, qui sera égal à Zn moins 1 demi, divisé par 1 douzième sur 48, dont on prend la racine. Je multiplie tout par ce qu'il faut. Donc je vais avoir ici du 1 sur 48, somme pour k allant de 1 à n des u. Ah, j'oublie. À force de faire des n, des uk. Moins 1 demi. Le tout divisé par 1 sur 12 sur 48. C'est-à-dire, je multiplie tout par racine de 48. En plus, 48, ça va être 4 fois 12, donc ça devrait bien marcher. Si je multiplie tout le numérateur et le dénominateur par 48, je vais donc avoir somme pour k allant de 1 à 48 des UK, moins 24,
divisé donc par 48 sur 12. Et j'aurai donc la somme pour k allant de 1 à 48 duk moins 24 sur racine de 4, c'est-à-dire 1 demi, multiplié par la somme pour k allant de 1 à 48 duk moins 24. On peut considérer que cette variable suit la loi N01. Alors ensuite, alors là ici en fait j'aurais pas dû mettre le lambda parce qu'on n'en a pas besoin. Donc a égale 0. For k in range 1,49. J'ai donc A qui va être égal à A plus RD.random. En fait, je calcule ma somme. Et donc X va être égal à A moins 24 sur 2. Et ensuite, suivant ce qui va se passer, si jamais X est inférieur à 0,5, on va renvoyer dans ce cas-là, si jamais x est plus petit que 1,5, je renvoie... non, Oh. Si jamais x est négatif, je renvoie 1,5. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on nous demandait? Je jongle sur 2 pages, c'est pas simple. Sinon, si jamais... Hop, je remonte. Si jamais vous avez x qui est inférieur strictement à 1, dans ce cas-là, on va renvoyer x au carré plus 1 sur 2. Et puis sinon, on renvoie x en utilisant toujours une question de départ. Finalement, la fonction de répartition, on n'en a pas du tout besoin ici. Voilà. Donc voilà pour ce problème.